Sur la façade du palais de la Porte Dorée se trouve une immense tapisserie de pierre. 13 mètres de haut, 90 mètres de large et 1130 mètres carrés de sculpture. C'est un bas-relief exceptionnel. Alfred Jagnot en est l'auteur. Il est un sculpteur reconnu de l'art monumental dans les années 30. C'est l'architecte du palais, Albert Laprade, qui lui a confié cette mission avec un thème imposé. Les apports économiques des colonies à la France. Car le palais est construit à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931. Au-dessus de l'immense porte d'entrée, Laprade impose le thème de l'abondance. Voici donc la France, avec à ses pieds 2 divinités antiques, allégorie de la fécondité et de l'abondance. Cérès, déesse des moissons, et Pomone, déesse des fruits. De part et d'autre de la porte, les 4 grands ports français. Marseille, Bordeaux, Le Havre, et le port aéronautique de Paris, situé à l'époque au Bourget, est symbolisé par un avion. Voici ensuite les voiles de Caravelle. Ces bateaux du XVe et XVIe siècle évoquent les grandes conquêtes françaises et sont ici le symbole de la colonisation. Le reste du bas-relief est consacré aux colonies. À gauche, les colonies d'Afrique et d'Amérique. À droite, les colonies d'Asie et d'Océanie. De chaque côté se raconte ainsi la vie des populations locales. Voici la chasse à l'hippopotame, le travail de la canne à sucre, les tisserands du Maghreb. Côté Asie, voici le travail agricole, les rizières, la pêche, mais aussi les arts, avec le clin d'œil de l'artiste à son propre talent. Tout en haut, les chefs-d'œuvre architecturaux témoins de civilisations prestigieuses, les temples d'Angkor, les minarets des villes arabes et leurs enceintes fortifiées. Les animaux sauvages, installés dans une végétation exotique, complètent ce tableau d'un monde apaisé, vu comme un pays de cocagne. Les colons sont étrangement absents de cet univers. Jagnot ne raconte pas l'exploitation des ressources et des hommes. Il décrit une terre d'abondance et une population vivant en harmonie avec une nature luxuriante. Le style artistique est singulier. Il mêle classicisme et réalisme ethnographique. Classique, ces corps drapés à l'antique, dont on entrevoit les musculatures. Réaliste, à la manière des ethnologues de l'époque, les hommes d'Asie, torse nu lorsqu'ils pêchent, les femmes d'Afrique du Nord, vêtues et tête couverte. Ou encore les femmes d'Afrique noire, poitrine nue. Ce sont les représentations de l'époque, et Jagnot y apporte sa vision. Les corps sont magnifiés, les muscles sont saillants. Les veines affleurent. Il soigne chaque détail selon le pays qu'il aborde. Les gestes des artisans, les costumes, les coiffures, les traits des visages. Jagnot s'est beaucoup documenté. Il a cherché à représenter des individus réels et non des stéréotypes caricaturaux. Cette approche, présente dans les beaux-arts depuis le début du XIXe siècle, est novatrice dans le domaine de la propagande coloniale. L'œuvre, dans son aspect monumental, est remarquable. La hauteur, notamment, est peu courante pour un bas-relief. Pour créer une harmonie, l'artiste choisit l'absence de perspective. Toutes les silhouettes sont à la même échelle, comme dans les tapisseries anciennes. Il s'arrange pour que l'on ne voit pas les pieds des personnages du haut, pour éviter qu'ils aient l'air de flotter. D'une œuvre de commande, Alfred Jagnot a donc donné son interprétation, qu'il raconte ainsi. « Si je désire si ardemment exécuter ce bas-relief, c'est pour exprimer dans le cadre du travail et de la production coloniale toute l'admirable poésie de l'Orient et de l'Occident. »
Nous voici dans ce qui fut à l'origine la salle des fêtes. On l'appelle aujourd'hui le Forum. Le lieu fut conçu pour accueillir les galas et manifestations officielles pendant l'exposition coloniale de 1931. Tout autour de la pièce se déploie un décor de plus de 600 mètres carrés. Des fresques réalisées par Pierre-Henri Ducos de la Haye, à la demande de l'architecte du palais, Albert Laprade. Le thème est imposé, l'apport de la France aux colonies. Il répond ainsi au bas-relief extérieur qui représente l'apport des colonies à la France. Dans l'axe d'entrée, le regard est tout de suite attiré par la fresque principale, 8 mètres de haut sur 10 mètres de large. Voici la France, au centre, drapée de rouge et de blanc qui offre une colombe de la paix aux 5 continents. L'Europe, à gauche, qui lui tend la main. Plus haut, l'Asie, incarnée par l'éléphant blanc et le dieu indien Vishnu. Et l'Afrique, incarnée par un éléphant gris et une figure allégorique. En bas, sur des chevaux marins, l'Océanie et l'Amérique. Au pied de la France, l'amour et le vin. Derrière elle, une double végétation chargée de symboles. Le laurier illustre son passé glorieux, le chêne montre sa force. Enfin, les voiles blanches symbolisent sa colonisation outre-mer. De part et d'autre de ce panneau central, 2 compositions mêlent les populations colonisées et les colons. On y voit des ingénieurs dirigeant des travaux ou des missionnaires secourables. Et ici, en veste jaune, l'hommage de l'artiste à son donneur d'ordre, voici l'architecte des lieux, Albert Laprade. L'œuvre se poursuit tout autour de la pièce avec une série de 8 tableaux représentant les valeurs apportées par la France à ses colonies à travers des figures allégoriques, c'est-à-dire des femmes habillées à l'antique. Ces tableaux alternent avec des scènes qui racontent l'œuvre du colonisateur et la mission de civilisation de la France. Voici donc l'art, telle une Vénus sortant des flots. Voici la paix, tenant une faucille et une gerbe de blé. À ses pieds, l'enfant confiant, des biches apaisées. À sa droite, l'arbre de la paix, l'olivier. Sur la gauche, une scène paisible. Les populations africaines profitent de la paix et de la prospérité dans une végétation luxuriante. Le travail, ici, s'appuie sur un bœuf, symbole du travail rural. Voici le commerce et l'activité bourdonnante d'un port avec ses jonques et ses navires qui permettent les échanges de denrées. Voici l'industrie, accompagnée par les tisserandes et les cueilleurs d'olives qui seront pressés et transformés en huile d'olive. Voici la liberté, cheveux et manteaux au vent, tenant le célèbre bonnet phrygien et accompagné de Pégase, le cheval ailé fougueux. Ici, le missionnaire blanc qui libère de leur chaîne des esclaves noirs. Voici la justice. Les yeux bandés pour signifier qu'elle est impartiale, une représentation issue de la tradition antique. L'architecte avait demandé à l'artiste d'enlever ce bandeau, craignant la controverse autour d'une justice coloniale qui semblerait aveugle. Mais Ducos de la Haye n'écouta pas son commanditaire. Voici enfin la science, symbolisée par le globe terrestre et le compas. Le panneau situé au-dessus des portes se découvre en levant la tête et en sortant du forum. Les voiles des caravelles, les colombes et les oliviers concluent la démonstration. Car l'œuvre s'inscrit dans un message de propagande. Elle passe sous silence l'exploitation économique du colonisateur ou les rivalités stratégiques entre empires et illustre au contraire le message de l'exposition coloniale de 1931. La France est ici présentée comme porteuse de paix. Vous avez fait la connaissance du palais de la Porte Dorée d'aujourd'hui. Remontons dans le temps et découvrons ce qui s'appelait alors le Musée permanent des colonies. Bâti dans le contexte d'exposition coloniale internationale qui s'ouvre le 6 mai 1931, le palais est le seul bâtiment destiné à être conservé après l'événement. Le Musée permanent des colonies a une double vocation. Il présente d'une part
l'histoire de l'Empire français depuis le XVIe siècle, et d'autre part, la richesse des échanges avec les territoires colonisés, surtout l'Afrique et l'Asie. Les apports économiques et culturels des colonies à la France et la mission civilisatrice de la France dans ces colonies. L'objectif global est de créer chez les Français une conscience coloniale. Sortons maintenant faire un petit tour dans l'exposition coloniale. Elle a accueilli 8 millions de visiteurs venus du monde entier. Plus de 200 bâtiments ont été construits sur une surface de 6 km sur 3,5 km pour représenter chaque colonie et les pays colonisateurs invités. Pays-Bas, Italie, Portugal, États-Unis, Danemark. Seuls les Britanniques, les grands rivaux de la France, ne sont pas venus. Rappelons-le rapidement, en ce début des années 30, la France est encore la seconde grande puissance coloniale. 2 informations qui l'illustrent. Entre 1850 et 1930, plus de 2,4 millions de Français ont quitté la métropole et s'installent dans les colonies. En 1931, ils ne sont plus que 77 000. Deuxième point, l'Empire colonial français a une superficie de 11 millions de kilomètres carrés, soit plus de 20 fois la superficie de la métropole. Véritable cœur de l'exposition coloniale, le palais de la Porte Dorée, extrêmement coûteux et qui aura demandé plus de 5 ans entre sa conception et sa livraison, n'est donc pas là juste pour décorer. Le ministre des colonies, Paul Reynaud, explique « L'exposition aura atteint son but si, grâce à elle, beaucoup de jeunes visiteurs sentent naître en eux la vocation des colonies. Le palais doit servir le même objectif, recruter des colons et expliquer aux Français que coloniser, c'est fascinant esthétiquement, c'est même bien sur le plan moral et que ce serait même rentable économiquement. Il s'agit d'entretenir, à grand renfort d'évocations exotiques et de statistiques économiques, l'illusion d'un empire de 100 millions d'habitants vivant en harmonie et contribuant à la grandeur de la France. Cette propagande va se faire principalement par l'image. Regardez ces photos d'époque. Une grande avenue centrale, bordée par des pavillons des plus anciennes colonies, les Antilles, la Guyane, la Réunion, les Indes françaises, l'Océanie. Puis, on débouche sur le clou de l'exposition, le temple d'Ancor, dont la plus haute flèche surplombe le bois de Vincennes à 55 mètres de hauteur. Une vingtaine d'étages d'un immeuble d'aujourd'hui. Et voici maintenant le pavillon de l'Afrique occidentale, autre point repère spectaculaire dans l'exposition. Il s'inspire de la mosquée de Djenné, située dans l'actuel Mali. Voilà le pavillon du Maroc, passage obligé de l'exposition. Il est construit dans l'esprit d'un palais de Marrakech, mais ce pavillon-là vise aussi à promouvoir un Maroc moderne, doté de l'électricité, d'un grand port, de chemins de fer. Voici maintenant le pavillon des Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie, qui a brûlé pendant sa construction et qui a été reconstruit en 7 semaines. Ou encore le pavillon américain, copie de la maison de Washington à Mount Vernon. C'est cette variété d'architecture typique et de représentants des peuples colonisés qui permet de faire, comme on le disait dans les affiches, le tour du monde en une journée. Voilà pour les images de cette exposition coloniale de 1931. Mais derrière le décor de Vincennes, comme dit le journal communiste L'Humanité, derrière le carton-pâte des pavillons, la réalité coloniale, humaine et économique n'est jamais montrée. Pas d'image de la conquête sanglante, du travail forcé, de l'exploitation outrancière des ressources naturelles et des hommes. L'abondance d'informations cache même une situation de crise économique et politique, car des soulèvements se produisent au Maroc ou en Indochine. Des intellectuels vietnamiens, antillais ou africains remettent en cause les fondements racistes du colonialisme. Les surréalistes dénoncent l'opération propagande dans un tract intitulé « Ne visitez pas l'exposition coloniale ». Il est signé par des écrivains et des poètes engagés comme Aragon, André Breton, René Char ou Paul Éluard. Avec les communistes, ils vont même organiser une contre-exposition intitulée « La vérité sur les colonies ». Mais son impact demeure très limité, 5500 visiteurs seulement. Ces voix anticolonialistes ne peuvent gâcher la grande fête coloniale,
dont certains se demandent déjà si ce n'est pas là les derniers feux, si l'Empire n'est pas en train de se fissurer.